Bonjour, je suis Marion, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui avec moi Pierre-Luc Bert, batteur, et Alain, directeur de l'école de musique Artist Factory. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Ouais, bah écoute, merci d'être venu jusqu'à nous, jusqu'en Suisse. C'est un plaisir. Donc merci du coup d'avoir accepté de faire cette interview. Est-ce que tu pourrais, on va commencer par avoir une petite présentation, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Je m'appelle Pierre-Luc Bert, j'ai 28 ans, je suis musicien, batteur professionnel. J'ai démarré la batterie à l'âge de 4 ans, donc tout jeune. J'ai suivi un cursus classique avec des études musicales au conservatoire et dans une école privée de batterie. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de mon métier et de jouer notamment avec Nagui sur les émissions N'oublie pas les paroles et Taratata. Effectivement, c'est là qu'on a pu te voir régulièrement le soir sur nos petits écrans à la maison. On va commencer peut-être par là, justement. Comment est-ce que tu as été pris dans cette émission ? C'est parti d'où ? En fait, c'est un producteur parisien qui m'a contacté. Il s'appelle Régis Ceccarelli, qui est le fils, accessoirement, d'André Ceccarelli, qui est un excellentissime batteur de jazz. Il m'a contacté un jour, il m'a dit « Écoute, ça fait des années que je te suis dans l'ombre. » Je n'étais pas du tout au courant qu'il me suivait. Et en fait, lui s'occupe de donner des noms de musiciens à Nagui pour ses émissions quand il y a un poste qui se libère, que ce soit sur N'oublie pas les paroles, Taratata. Il y avait The Artist aussi à l'époque. Et du coup, il m'a dit, écoute, l'ancien batteur qui s'appelle Damien Schmitt, qui est aussi un ami qui va bientôt partir, si tu es chaud, il y a une audition dans quelques mois et si ça te va, écoute, tu passes l'audition. C'est pas du tout gagné parce que vous serez plusieurs sur le dossier. Et après, c'est Nagui, la production, qui choisira. Donc j'ai fait une audition sur le plateau, filmée avec de l'argent en jeu. C'était des vraies émissions. Et il y a conditions grand bain direct. et ça s'est extrêmement bien passé avec Nagui, avec la prod, super feeling. J'ai vraiment eu le sentiment d'être à ma place. Ouais. J'étais super ravi d'être là. Je pense que ça s'est vu aussi. Et Nagui, voilà, j'ai la chance et le plaisir qu'ils me choisissent. Et ça fait 3 ans déjà que je suis dans l'émission. Okay. Le temps passe. Le temps passe vite. Et dans cette émission, justement, qui orchestre le band ? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui donne les cues, qui lance tout ça ? Ça, c'est la grande question. Parce qu'à chaque fois que la personne reprend les paroles, ça reprend direct et vous êtes tous dedans. Ça, c'est quand même un truc d'extraterrestre. Moi, j'aimerais comprendre comment ça fonctionne. Il y a une seule personne qui drive tout ça, c'est Nagui, en fait. Okay. On le voit pas forcément à l'écran, parce qu'il n'est pas filmé généralement quand il nous fait tous ces signes-là, mais c'est lui le vrai chef d'orchestre de l'émission. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment, pour les gens qui suivent l'émission, il y a un moment où les paroles ne s'affichent plus. Donc nous, on s'arrête. Okay. Et ça va durer 2 secondes, le temps que le candidat donne la réponse. Et après, c'est moi qui suis en charge de relancer finalement le groupe en regardant Nagui. Donc je suis focus sur Nagui tout le temps. Et c'est lui qui va me faire un signe. Soit il me dit on s'arrête, soit on continue. Et ça, on ne sait jamais à l'avance. On ne sait jamais si on va continuer, s'arrêter. Donc il faut être hyper à l'affût. Il y a des fois où il y a aussi des imprévus, où il va nous faire des solos qui ne sont pas forcément prévus dans la structure. Des fois, on va jouer un morceau de variété et il va nous demander de faire le prochain couplet en reggae, par exemple. Donc il faut être hyper à l'affût. Forcément, on a des structures, on a des choses qui sont bien définies, mais avec lui, tout est possible. C'est du live. Il est un grand défenseur du live. Ouais. Si on joue live à la télé, c'est aussi grâce à lui. Taratata, n'oublie pas les paroles quand même. C'est 100% live. Et à la télé française, il y a beaucoup de trucs en playback maintenant. Donc, c'est ce qu'il veut. Le live, donc l'imprévu et donc la spontanéité aussi. Et nous, on adore ça en tant que musicien et on s'éclate à faire ça. Mais ça veut dire quand même que tu fais, en tant que batteur, tu dois faire un appel pour que tout le monde reparte ? Ou c'est vraiment Nagui qui te donne le cue et vous savez sur quoi vous repartez en fait ? Ça dépend parce qu'il y a aussi une histoire de timing à la télé où des fois, si on est plus ou moins en retard dans le timing, des fois il va me faire un signe bien à l'avance. Donc moi j'ai le temps de faire un break et d'emmener le truc et de repartir. Des fois, vraiment, il y a une mesure qui passe sur le premier temps de là où il faut reprendre. Il me fait un signe, go, on y va. Donc vraiment, des fois, je joue par réflexe où je vais mettre une crash genre, tu vois, direct. Donc il n'y a pas le temps. Et c'est vrai que avec l'habitude et l'expérience, tous les musiciens, ils essayent aussi de regarder Nagui et d'être à l'affût comme moi pour vraiment tous reprendre proprement sur le premier temps. Ouais. Des fois, c'est pas évident parce qu'on est 16 musiciens à jouer en live. Wow.
Donc pour être tous à l'affût à l'instant T, c'est pas évident. Donc j'essaye moi au maximum de faire un petit appel. J'ai aussi un micro talk, un micro d'ordre où je peux donner des ordres dans les micros pour tout le monde. Parce qu'on est tous en ears. Donc on essaye au maximum d'être le plus clean possible pour qu'à la télé ça paraisse parfait tout le temps, même si c'est pas évident parce que oui, beaucoup d'imprévus, donc c'est pas facile, mais on essaye. Magnifique. Et vous savez déjà à l'avance où est-ce qu'il y aura le trou dans la chanson? Et à quel moment ça va repartir, ou vous le découvrez quand ça s'arrête? Les chanteurs qui drive, donc Magali et Fabien, eux sont au courant sur leur tablette, ils ont l'endroit où ça va s'arrêter. Ouais. Nous les musiciens, on ne sait pas où ça va s'arrêter, mais on a un espèce de buzz dans les oreilles, dans les ears, qui nous permet de savoir qu'une mesure après, c'est short quand même, on est à 2 secondes du break. On va savoir, il y a vraiment un bing énorme, donc on sait que la mesure d'après, les paroles sont plus données. Donc là, il faut s'arrêter. Des fois, c'est des endroits improbables. Des fois, on s'arrête sur un endroit un petit peu pas logique. Ça fait partie du jeu. Et à nous, après, d'être le plus clean et le plus clair possible pour reprendre proprement, pour que le candidat reprenne et soit propre, et qu'à la télé, ça fasse pas bizarre en mode « waouh, comment ils ont repris », tu vois. Donc on essaye d'être le plus clean possible tout le temps. Il y a une raison pourquoi il y a que Magali et Fabien qui savent à l'avance, et puis que vous n'ayez pas l'info? En vrai, il n'y a pas forcément de raison. C'est-à-dire que eux, la seule raison évidemment pour eux, c'est que vu que souvent ils accompagnent les candidats, ils aident les candidats, il faut surtout pas qu'ils donnent la réponse en même temps que le candidat. Ce qui peut arriver des fois, ça peut leur arriver des fois c'est normal avec tous les morceaux qu'on joue. Nous, en vrai, on n'en a pas forcément besoin. Parce que on va avoir ce fameux buzz dans les oreilles qui nous donne l'indication. Donc, en vrai, ça nous suffit. Pas besoin de plus. Ok. Trop bien. Tu parlais justement de moments imprévus et qu'il fallait que ce soit clean, très propre pour la télé. Est-ce qu'il y a un moment en particulier un peu imprévu qui a failli vraiment virer au fiasco, ou limite il a presque fallu reprendre l'émission ou quelque chose? Non, en vrai, non. C'est vrai qu'avec l'expérience du groupe, c'est vrai que ça fait 17 ans finalement que la plupart des musiciens sont dans l'émission. Donc ils ont une expérience énorme, et ils ont beaucoup d'automatisme par rapport à Nagui, par rapport à son fonctionnement. Même moi qui suis là depuis 3 ans, j'ai dû tourner plus de 2000 émissions à peu près. Donc Nagui, je le connais quasi par cœur, c'est-à-dire que le moindre moment il bouge, il lève un doigt ou il va dire un truc, j'arrive maintenant à interpréter ce qu'il veut et tout. Donc franchement, on arrive maintenant à plus être surpris, même si des fois, évidemment, vu qu'il part, des fois, il a des idées imprévues, faut le suivre, et du coup, des fois, waouh, c'est chaud et on est un peu sur des œufs. De là à dire que ça aurait pu nous mettre en difficulté ou qu'il faille reprendre un truc, non. Par contre, ce qui peut arriver, ça peut être que, par exemple, sur une intro d'un morceau, je lance le décompte, on démarre, et puis il y a une petite fausseté sur un clavier ou sur une guitare, où ils sont pas d'accord sur la tonalité, par exemple, ou un truc. Ça peut arriver. Dans ces cas-là, on va refaire la prise. Par contre, il faut savoir, les gens savent pas forcément, si en plein milieu du morceau, il y a un plantage, tant pis. Ça va rester parce que la coupe, forcément, le candidat, il faut qu'il trouve. Et du coup, si on fait la prise, ça peut lui laisser le temps de rechercher et tout. Donc, il faut l'égalité aussi entre les candidats. Il y a une épreuve aussi, pour ceux qui savent, il faut que le candidat aille au bout de la chanson, quoi qu'il arrive. Si on se plante, on peut pas la refaire, puisque l'épreuve, c'est ça en fait. Bien sûr. Donc ça pousse aussi à avoir une énorme rigueur dans le travail, parce que quelque part, on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de planter les candidats. Il y a 20 000 € en jeu par émission, ce qui est colossal. Donc c'est des grosses responsabilités pour nous, et pour moi aussi, qui dois gérer les départs, les fins, les ralentis, quand le candidat se décale rythmiquement, ou ça peut arriver des fois, il y a des candidats, c'est moi qui dois un petit peu relancer. Si c'est cata et qu'on fait n'importe quoi, le morceau, ça tourne plus, le candidat est perdu, donc il sait plus où il est, donc il va pas trouver. Donc c'est des belles responsabilités, mais en même temps, c'est un kiff, parce qu'on se dit waouh, yes, on a les clés en main, tu vois, et à nous d'essayer d'être le plus carré, plus précis possible. En même temps, tu es obligé de le faire avec un orchestre. Tu pourrais pas le faire avec des bandes ou des trucs comme ça, parce que la personne qui est derrière l'ordi, elle va dire putain, il est où, elle doit reprendre où. Absolument. Donc le band, c'est le. Surtout quand les candidats, par exemple, quand il y a des ponts musicaux au milieu entre par exemple un refrain et un autre refrain, des fois il y a des ponts de 8 mesures. Le candidat, il est tellement dans le stress. Souvent, ils sont dans le stress. Ils grillent le pont musical, ils vont direct au refrain. Si on faisait avec des bandes en playback, par exemple, ça ferait un décalage de dingue et ce serait foutu. Alors que là, en live, on peut s'adapter. Et du coup, quand, par exemple, on voit qu'un candidat va nous griller une partie,
tout de suite, on se fait un clin d'œil. Ok, vous avez compris, d'accord. Ouais, on passe à la partie d'après. Bim, on s'adapte. Donc c'est ça la force aussi, c'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Et il n'y a pas un moment où on se dit bon ben là, celle-là on est en pilote automatique, croisière. Jamais. Il n'y a pas une émission qui se ressemble. Il n'y a pas une émission qui a le même rythme où ça se finit pareil. Enfin, c'est génial. À chaque fois, c'est un recommencement et c'est un nouveau challenge parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, c'est trop bien. C'est clair. Trop bien. Ouais, tout à fait. Et par rapport, tu parles beaucoup de Nagui, de le fait que c'est lui qui orchestre tout ça finalement. Est-ce qu'il est aussi fun hors plateau que sur le plateau? Oui, franchement, ouais. Il est adorable. Il faut savoir que c'est un gars qui est passionné de musique déjà. Il a une énorme culture musicale. Il adore ses musiciens. Il nous adore, il nous protège. Si on a besoin d'un truc, même en dehors du plateau, en dehors de la musique, il est toujours là pour nous. Si on a besoin d'un service, d'un truc, c'est arrivé qu'il y ait des musiciens qui aient besoin de lui demander un service pour tel truc en dehors de la musique. Le mec est toujours là. Donc ça, c'est incroyable. Et je vais quand même dire un truc, c'est que on va pas se cacher, le milieu de la télé en France, les animateurs, les producteurs, évidemment qu'il y a beaucoup d'ego parce qu'ils ont beaucoup de puissance. C'est des gros groupes, c'est des grosses chaînes, il y a beaucoup d'enjeux. Lui, Nagui, pour moi, il fait partie des 3 plus grands producteurs animateurs en France. Il est dans les boss et le gars, il ne se la raconte pas. Il est toujours humble, il dit toujours bonjour. Il fait toujours des blagues au public, avant, après l'émission. S'il y a besoin de faire une photo, il reste. Les gens, des fois, ils ont des questions. Je l'ai vu de mes propres yeux, rester 30 minutes après une journée de 8 heures. On va tourner 14 émissions. Le mec, il reste 20 minutes, il s'assoit et il parle avec des gens ou avec un petit gamin de 10 ans qui rêve de devenir comme lui. C'est rare dans ce milieu, quand même. C'est très rare. Et grande force. Et franchement, c'est pas pour le flatter, mais non, honnêtement, très inspirant parce que. C'est une machine de guerre aussi dans le travail. Le mec se trompe quasiment jamais. Il est toujours hyper régulier. Il prend jamais une émission à la légère. Le mec est un geek du boulot. Ça se dit beaucoup et ça se sait beaucoup dans les interviews, dans le milieu. Mais c'est une machine de guerre. Et en plus de ça, pour revenir à ta question, je m'égare un peu, mais ouais, très sympa. Franchement, très sympa. Le mec, il fait toujours des blagues. Même pendant l'émission, et même des fois pendant qu'on joue, le mec, il va nous faire une blague pour nous faire marrer. Mais pendant qu'on joue, tu fais, mais attends, mais là, on est en train de jouer. Le mec nous fait une blague et tout. Enfin, elle grille le bridge. C'était pas le moment. Franchement, hyper cool. Donc, très sympa. Par contre, quand ça bosse, ça bosse. Et là, faut être parfait. Et là, le mec, il est d'une exigence totale avec lui et avec nous aussi. Donc, c'est un régal de bosser avec lui. Et moi, ça m'apporte une expérience. J'ai 28 ans, je suis rentré à 25 ans dans l'émission. Ouais. Je peux vous dire que j'ai l'impression que j'ai pris 20 ans de métier en 3 ans. Tellement l'exigence est au taquet de ce qu'on peut faire. Et je pense que les gens s'imaginent pas à quel point il est exigeant sur le moindre petit détail. Donc, c'est... une grande force et moi je me régale à bosser avec lui. C'est trop bien. Il y avait une émission à l'époque, je sais pas si vous vous en souvenez, sur France 2, c'était le samedi soir, ça s'appelait N'oubliez pas votre brosse à dents. Et c'était, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas c'était vraiment un des premiers trucs où il y avait un band live et tout ça. En fait, le délire de l'émission, c'était que tu devais venir sur le plateau avec ta brosse à dents et que si tu gagnais le voyage, tu partais direct depuis le plateau, en vacances. Aéroport, et puis let's go, tu étais en vacances pendant une semaine. Quoi. Justement, moi, je regardais énormément ce truc-là parce qu'il y avait du live à l'époque. Absolument. Et franchement, le band, c'était... Je crois que maintenant, c'est une partie joue dans Les Enfoirés. Absolument, oui. Ouais, c'est ça. Exact. Le bassiste, surtout, il me semble. Sur TF1, il y en a quelques-uns, effectivement. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que notre pianiste, François Legrand, qui est sur N'oubliez pas les paroles avec nous, a joué dans N'oubliez pas votre brosse à dents à l'époque. Ouais. Donc c'est incroyable. Et c'est vrai que, pour le coup, pareil, musique live, et Nagui, il a voulu faire perdurer ça avec N'oubliez pas les paroles, avec Taratata, qui existe aussi depuis 30 ans. Bien sûr, clairement. Et pareil, c'est un vrai défenseur de la musique live. Il déteste le playback. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour des raisons techniques, des raisons de budget, il y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui, les 3/4 des émissions en France, sauf exception, c'est-à-dire The Voice, Star Academy sur TF1, sinon tout est playback. Tout est playback et c'est dommage parce que ça s'entend déjà et ça vit pas quoi. Les gens ils ont envie quand même quand ils regardent une émission ou même quand tu vas sur le plateau voir une émission. Sur toi Marion t'as été voir, N'oubliez pas les paroles, tu m'avais dit l'année dernière. C'est quand même un kiff. Tu regardes un groupe en live et c'est d'autres émotions et c'est un autre feeling quand même que quand t'as le PBO et toi tu joues derrière, t'es figurant quelque part. Pas très agréable. Donc franchement merci Nagui pour ça parce que je fais une petite aparté mais
Taratata, quand on fait des grosses émissions comme on a fait à Bercy ou à la Défense Arena, on est 25 musiciens live. N'oubliez pas les paroles, on est 16 musiciens live. Et en France, ça n'existe pas. C'est-à-dire que même la Starac ou The Voice, ils sont 6, 7 maximum, ce qui est déjà bien. Hein. Déjà très très bien. Et nous, on est 16 parce que Nagui, déjà, lui, il dit je m'en fiche, le budget et l'argent, je m'en fiche. Déjà, il a les moyens, les émissions cartonnent, donc lui, il s'en fiche. Et en plus, il dit mais je veux des cordes, je veux des violons, je mets des violons. Je veux 3 cuivres, je mets des cuivres. Genre, il n'y a pas de frein. C'est génial. Et du coup, le gars. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui aime les records, qui aime faire plus que le voisin. S'il peut faire mieux que TF1, il va faire mieux que TF1. Donc il se dit, moi, j'ai 16. TF1, ils ont 16. Ils n'ont pas 16. Ils ont un plateau avec un lustre qui, tu vois, s'articule et tout. Non, je vais faire mieux que, tu vois. Mais c'est sain. C'est que lui, en fait, il veut pousser le truc toujours plus loin pour inspirer les gens, pour faire en sorte aussi que les émissions marchent et perdurent dans le temps aussi. Parce qu'on va pas se cacher que même si les audiences marchent, il y a forcément un moment où ça va stagner. Et lui, il est hyper fort là-dessus. C'est qu'il fait en sorte que ça stagne jamais. Il va toujours trouver une nouvelle règle du jeu, un nouveau point de décor, un nouveau musicien qui fait que tout le temps, il y a un truc nouveau. Et ce qui fait que dans le temps, sur 17 ans, ça marche. Donc c'est clair. Il y a quand même peu d'émissions qui durent aussi longtemps avec autant de succès. Ouais, 17 ans, c'est ouf. C'est ouf. C'est clair. Ouais. Et tu parlais donc de Taratata. Tu as joué pour les 30 ans de l'émission, comme tu disais tout à l'heure, à la Défense. Qu'est-ce que ça fait de jouer devant 40 000 personnes, sans compter les millions de téléspectateurs qui ont regardé l'émission à la télé, les 50 artistes C'était fou. Déjà, c'était un rêve de gamin parce que jouer dans un stade, c'est dingue. La Défense Arena, c'est la plus grande salle fermée d'Europe. Donc quand tu rentres là-dedans, c'est-à-dire pour que les gens se rendent compte, c'est 2 fois Bercy. C'est-à-dire que Bercy en France, déjà, qui est une institution et un truc mythique pour un artiste, là, c'est 2 fois ça. C'est-à-dire qu'il y avait 40 000 personnes avec des gradins immenses. Ça fait un stade vraiment incroyable. Et surtout, la force, c'est que nous, on était au centre. On était en bas. C'est juste une scène plein centre. Là où, en général, dans les concerts, et je sais que vous voyez plein de concerts aussi, il y a la fosse, la scène au bout, ce qui fait que là, ça fait un truc super. Mais là, le fait d'avoir la scène au centre, il y a tout le monde autour dans la fosse en bas, donc déjà c'est waouh. Même derrière moi, derrière la batterie, t'as 5000 personnes, fait waouh, le feeling que t'as derrière. Et j'ai encore, pourtant ça fait 2 ans, j'ai encore en tête le bruit où tu rentres dans la salle et t'as une espèce d'énergie, de bruit, de truc, genre ça te prend, t'as les frissons quand tu rentres là-dedans, tu fais waouh, genre c'est con, mais c'est ton petit rêve de gamin, tu t'imagines, tout le monde s'imagine en tant que musicien jouer dans un stade, dans un truc énorme comme ça, et là tu dis, ah mais j'y suis en fait, dans 5 minutes, je joue live, et c'est con à dire, mais j'étais derrière ma batterie, le générique qui part, et là tu te dis... Donc c'est moi qui joue dans 5 minutes en fait. Si quelque part, même si tu dis si je me plante, en fait c'est moi qu'on entend là. J'ai pas forcément pensé à ça, mais je me dis waouh, ok, donc c'est moi qui ai les clés du truc et c'est moi qui vais jouer avec 50 artistes du coup français internationaux. C'était un pur kiff et c'est rare d'avoir un gros plateau comme ça avec autant d'artistes et pouvoir accompagner tout le monde. En plus avec des versions à chaque fois réarrangées, c'est-à-dire qu'on jouait pas forcément les versions album en live, on jouait des versions particulières, soit issues des lives, des vrais lives des artistes, ou alors des versions réarrangées totalement pour l'occasion aussi. Ce qui fait que waouh, ça faisait des trucs incroyables à 25 musiciens. Et c'est vrai que quand t'es dans le truc, t'as plus de stress et t'es complètement détendu et tu surkiffes le moment. Par contre, à 10 minutes avant de monter sur scène, tu as une espèce d'adrénaline qui monte, tu fais waouh, c'est incroyable. Et le truc qui était bien, c'est que la Défense Arena, on était 2 batteurs. Il y avait moi, il y avait Christophe Deschamps aussi, que vous connaissez peut-être, qui est franchement une des légendes de la batterie en France, qui a accompagné tous les artistes, qui a enregistré les albums de pratiquement tous les artistes français. Et puis juste pour une petite anecdote, franchement hyper cool, on jouait Allumer le feu de Johnny Hallyday, avec Pascal Obispo d'ailleurs, Et avec Christophe, il y a des morceaux pendant le live qu'on jouait ensemble, 2 batteries, ce qui est fou, parce qu'à 2 batteries, c'est chaud. Et il y a des morceaux qu'on se partageait. Allumer le feu, c'est quand même, je pense, le morceau le plus emblématique qu'on ait en France. Et même au niveau international, c'est Allumer le feu, tout le monde connaît. Et Christophe, incroyable, au répète, il vient me taper sur l'épaule, il me dit ça te dérange s'il joue Allumer le feu?
respect. Christophe, c'est la légende. Je lui dis, mais bien sûr, Christophe, allez-y, monsieur, allez-y, maître. Et il me dit, et je lui dis, ouais, mais j'ai dit, pourquoi tu aimes bien ce truc et tout. Il me dit, c'est moi, le morceau, c'est moi qui l'ai enregistré. C'est moi. Ah, ok, ouais. Ah oui. Ah, d'accord, j'ai dit, bon, ça va bien. Oui. Tu vois, morceau de légende, batteur de légende, le mec vient de dire, ouais, en fait, c'est moi qui ai enregistré le morceau de légende. Ça te dérange si je le joue? Il vient de dire, bien sûr. Et c'est waouh. Et en plus, j'ai kiffé parce que le mec d'une humilité incroyable. J'ai kiffé bosser avec lui parce que on est de 2 générations différentes. On a 2 styles complètement différents. Et pourtant, le mec d'une ouverture, genre, il aurait pu me dire, ouais, toi, petit gamin, attends, moi je suis Christophe Deschamps, tu vas faire comme je te dis, et puis ça va bien se passer, hein, tu vois. Non, le mec, si j'avais une idée, ouais, ok, Pierre, vas-y, ouais, on la teste. Alors, ça marche pas, mais au moins on essaye. Ouais. Lui, des fois, me donnait des conseils d'expérience, des trucs hyper intéressants. Je fais, ah putain, t'as raison, je l'aurais pas vu comme ça. Et ça marche. J'ai appris plein de trucs à bosser avec lui. Trop bien. Ce qui fait que mon premier gros Bercy devant 40 000 personnes, j'étais avec lui. Donc ça fait un soutien aussi, ça fait un truc de confiance, de partage. Et celui qu'on a fait à Bercy il y a quelques mois, du coup, pour fêter les 40 ans de l'Accor Arena, pour le coup, là j'étais tout seul. Ouais. Ce qui fait que c'était trop bien, parce que j'ai démarré le premier gros taratata avec lui, j'ai vu, tac tac, et là Bercy, j'étais tout seul. Donc là j'avais vraiment les rênes de tout le show. Et du coup j'avais moins de stress, forcément moins de pression, même si évidemment il y avait pression quand même, mais je savais à quoi m'attendre surtout. Okay. Et t'as été accompagné pour la première fois. Voilà, exactement, été accompagné. Et là j'ai fait tout le show et waouh, quel kiff aussi. Forcément Bercy c'était mythique, même si c'est incroyable à dire, mais la Défense Arena c'était 2 fois plus grand. Donc t'arrives à Bercy, c'est mythique, je suis waouh. Mais pas waouh incroyable, puisque la Défense Arena c'était 2 fois plus grand. Mais c'est. T'aurais voulu faire dans l'autre sens. Ouais, à la limite. À la limite. Mais c'était un énorme kiff. Et pareil, on a accompagné plein de super artistes. C'était une super belle soirée. Et waouh, quel souvenir de dingue aussi. C'était trop bien. Ouais. Ça va vraiment incroyable. En tout cas, quand on voit les images, les artistes et tout, on sent vraiment le kiff quoi, sur scène. On a fait le titre Je veux de Zaz. Je sais pas si ça vous parle. Pareil, c'est un morceau normalement très, tu vois, ballet, très accompagnement et tout. On a fait une version big band jazz réarrangée avec les cuivres qui pètent, en mode big band de ouf. Un des meilleurs moments de la soirée pour moi. Et pareil, j'ai fait waouh, mais c'est incroyable. Et pareil, grande force de Nagui, il aurait pu dire bon, ben, c'est le morceau de Zaz, on joue avec Zaz, on fait la version, c'est son truc, il n'y a pas le temps. Non, lui il a dit on va proposer une version différente. Les gens ils connaissent la version, on va faire un truc différent. Zaz, elle a surkiffé l'arrangement. Elle a fait oh, putain, mais ça fracasse. Nous, t'as surkiffé en tant que musicien aussi jouer ce truc-là. Et le public, c'est un des meilleurs moments. Ça, c'est un des moments qui est le plus ressorti sur les réseaux après. Et pareil, c'était trop bien. Et ça, grande force de Nagui aussi, d'imaginer des trucs différents, d'imaginer des duos qui n'existent pas. Ouais, bien sûr. C'est c'est chercher en permanence la nouveauté, un truc différent qui fait que le public va adhérer et va faire waouh, putain, ça c'est incroyable, on n'a jamais entendu nulle part ça. Tu vois, c'est trop bien. Ouais, tout à fait. Ouais. Cool. Moi, j'ai des questions par rapport à N'oubliez pas les paroles. Au niveau des enregistrements, tu dis tu en fais 14-15 par jour. Est-ce que ça veut dire que vous répétez en avance chaque chanson, même celles qui sont bien sûr pas jouées, vu qu'il y a des choix? Comment ça fonctionne? Enfin, comment tu peux faire 15 émissions fois 15 ou 30 chansons par émission? Ouais, alors, on enregistre entre 10 et 14 émissions par jour, ce qui représente 13 titres par émission. On en a 13, sachant qu'on va jouer la moitié. Parce qu'à chaque fois, effectivement, pour ceux qui ne savent pas forcément, à chaque thème, il y a 2 choix de chansons, et à chaque fois, le candidat va choisir une sur les 2, sachant que pour ceux aussi qui se demandent, évidemment, rien n'est bidonné, rien n'est truqué. C'est-à-dire que vraiment, à 5 secondes de jouer le titre, on ne sait vraiment pas ce qu'on va jouer. Donc, des fois, on va savoir ce que le candidat va choisir parce que forcément, quand tu as un morceau de Goldman devant un morceau d'un rappeur pas très connu, tu sais que tu vas jouer Goldman. Donc ça, voilà. Tu peux faire des déductions. Tu peux faire des déductions. Même si des fois, on peut se faire piéger et des fois, voilà. C'est pour tout ça pour te dire qu'on est obligé de répéter tous les titres. On peut pas faire d'impasse. Et alors non, on va pas répéter tous les titres par contre parce que, par exemple, sur les tournages d'un mois entier, ça représente 1000 titres en moyenne. Ouais, justement. 1000. C'est impossible. Par contre, oui, on a beaucoup de jours de répétition. En gros, pour un jour de tournage,
donc entre 10 et 14 émissions, on va avoir 2 jours de répétition en amont. Cool. Donc sur les 2 jours de répétition, en moyenne, hein, on va jouer entre 50 et 100 titres par jour. Pas forcément jusqu'à la fin. Ouais. Des fois, on va jouer intro, couplet, refrain. Ouais, début ou les fins. Ouais, ou alors un pont où il y a des trucs un peu plus techniques, où il faut qu'on le joue ensemble. Donc des fois, on se dit, bon les gars, on se met sur tel titre. Ouais, on joue juste le pont, hein, parce qu'il y a tel moment, il y a tel accord un peu bizarre, ou alors telle mesure, tu vois, faut être un peu sur le steak. Ouais. Donc, on essaye de voir les titres qui ont besoin d'être vus. Quand c'est, par exemple, les Sunlight des Tropiques de de Gilbert Montagnier. Ça, c'est bon. Waouh, là, on connaît, du coup, on va dérouler. Mais et ce qui est bien aussi, c'est que dans la base de données de l'émission, on a 3000 titres à peu près. Alors, oui, c'est beaucoup. Mais sous forme de partition ? Oui, sous forme de partition. Ah, donc vous avez des partitions ? Absolument. Ah, ouais, okay. On a tous un iPad avec toutes les partitions. Génial. Il faut savoir qu'on a un mec, qui s'appelle Bertrand Luisignan d'ailleurs, qui nous fait toutes les partitions. C'est-à-dire que, par exemple, on a un nouveau titre qui arrive dans l'émission. Lui va nous dire, OK, je te fais la partition de batterie, basse, cordes, cuivre, guitare, basse, tout. Le mec, il fait les partitions de tout le monde. Donc, gros talent et gros level. Il va à une vitesse folle. C'est le gars qui fait les partitions pour N'oublie pas les paroles, pour Taratata, pour la Starac et pour The Voice. Oui, donc il a du job, quoi. Donc ça va. Il a du job. Et le mec va tellement vite, il travaille tellement bien. Il sait faire toutes les partitions de tous les instruments. C'est rare d'avoir des gars comme ça qui font tout, même les partitions de batterie, c'est incroyable. Et il n'y a jamais d'erreur sur les partitions. Le mec, c'est une machine. Donc ça nous facilite la vie aussi, c'est que tout est écrit. Ouais. Nous, on n'a pas à relever tous les trucs. Évidemment, on fait nos petits codes couleurs, nos ajustements en fonction de ce qu'on a bien voir. Ton truc et tout. Exactement. Mais la plupart du job est fait. Donc, ce qui est bien, c'est que même s'il y a 3000 titres dans la base de données, ce qui est beaucoup, évidemment, on doit tout connaître sur le bout des doigts, mais c'est des cycles. C'est-à-dire qu'en janvier, on a 1000 titres qui tombent. Forcément, les morceaux qu'on a fait là, ils vont revenir en avril, en mai, etc. Ouais. Évidemment, ça va tourner et il y a des algorithmes, il y a des trucs et tout, ce qui fait que ils vont faire en sorte que le morceau ne revienne pas trop près, tu vois. Donc voilà, ce qui fait que si on a répété un morceau en janvier, il va revenir en avril. En général, on n'a pas besoin de le revoir. Ou alors, bon, des fois, il y a des morceaux moins connus, il faut qu'on se les remette en tête. Mais la plupart, on n'a pas besoin. Donc, ce qui fait qu'en répète, on peut balayer très vite. Quand même, les trucs. Il y a des fois des séries entières, des émissions entières. On fait, bon, ben là, telle série, et on n'a pas besoin. Hein. Ça, non. Donc, ça va assez vite. Après. Mais par rapport à. Je m'excuse, par rapport à la partition, en fait. Oui. Parce qu'il y a quand même des trucs. Dans votre partage, vous avez quand même les choristes, vous avez les cuivres. Oui. Eux, ils font des trucs de leur côté où ils répètent vraiment que avec vous, puis ils sont en mode vas-y, on l'y a vu, quoi. Très bonne question, très intéressant, parce que justement, à l'époque, tout le monde répétait ensemble. Depuis que je suis arrivé, je crois d'ailleurs, c'est tombé à ce moment-là, depuis 3 ans, les cuivres répètent à part. Et les chœurs répètent à part. D'accord. C'est-à-dire que chacun est un peu dans son coin. Nous, on répète avec la section rythmique. Il y a la section chœur, la section cuivre. Donc, on répète jamais tous ensemble. Ce qui fait que tous les morceaux, finalement, tous, y compris les nouveautés qu'on a chaque mois, la première fois qu'on va les jouer ensemble, c'est pendant l'émission. Donc, à nous, chaque groupe, d'être le plus tight, le plus carré possible, d'avoir bien préparé le truc, d'avoir bien fait ses notes, pour que le jour J, pendant l'émission, ça déroule et qu'il n'y ait pas d'erreur et qu'on soit tous carrés. Ça peut arriver des fois que sur certains titres, avec des intros très particulières, 1 minute avant de jouer le titre, là on se parle dans les talks et ça va vite, hein. C'est genre les chœurs, vous avez bien 3 mesures d'intro, après il y a un rubato, après Pierre tu fais des comptes 3-4, après on part. Waouh. Donc des fois faut pas dormir et on est en mode vous avez bien ça, oui, ok, tac, bip, tac. Moi je propose d'enregistrer une fois cette piste, donc, ça serait mythique. Des fois ça va vite, les gens le voient pas évidemment à la télé parce que pendant ce temps le candidat il raconte sa vie et Nagui il raconte quel sport il fait ou quel, tu vois. Alors que nous derrière on est en, tu vois, on va vite et on essaie de se dispatcher les infos, mais en vrai c'est un vrai travail finalement de rigueur et de confiance pour tout le monde, parce que finalement si y en a qui ont moins bossé que d'autres ou qui n'ont pas préparé le truc, ça met dans la merde finalement tout le monde. Donc on se dit ok, faut que tout le monde se dépasse et tout le monde soit hyper carré pour les autres, pour que ça se passe bien. Et honnêtement c'est tous des grands professionnels qui ont une grosse expérience et tout, donc honnêtement mais 9,9 fois sur 10
il n'y a pas d'erreur, tout déroule nickel. Ça peut arriver des fois qu'on se dise ah ouais, mais telle intro, nous, on l'a pas entendu comme ça, tu vois, ou tel pont. Ah bon, mais vous êtes sûr, vous avez ça, tu vois, un petit imprévu. Ce qui fait que des fois, tu vois, on le note, on dit prochaine répète, les gars, on recheck le truc, on fait la modif et let's go. Tu vois, donc voilà, mais en général, ça se passe super. Mais c'est vrai que les gens pensent des fois qu'on répète les 16 ensemble en studio. Ben, jamais. Moi, je pense que ce qui me ferait le plus flipper, c'est vraiment les fins, en fait. Ouais. Parce que tu joues, tu startes ton rythme, tu es dans ton truc, tu fais OK, ça joue, OK, ouais, là il y a le refrain qui arrive, je le sens, machin de ça. Mais la fin, c'est quoi la fin, tu vois, des fois, sur des trucs comme ça. Et je vais vous dire un truc, c'est que les fins, du coup, sont des fois totalement imprévues. C'est-à-dire que Nagui nous fait reprendre sur un endroit et du coup, on ne sait pas où il va nous arrêter. Des fois, on va jusqu'à la fin du morceau, mais pour une histoire de timing, souvent on ne peut pas aller à la fin. Donc il va nous arrêter sur une fin de refrain, sur une fin de pont, tu vois. Et ce qu'on essaye de se dire à chaque fois, Nagui aime bien ça, c'est qu'on finisse toujours sur un moment particulier. Pas forcément sur un break et une fin sur le premier temps. Ouais. Il y a des fois, il aime bien qu'on finisse sur, je sais pas, il y a une phrase de basse sur une fin de refrain, mais on finit sur la mise en place de basse. On finit sur une phrase de chœur. Okay. Et ça, c'est pas forcément écrit, c'est suggéré par Nagui. Il y a plein de morceaux, il s'attend à ce qu'on fasse la fin sur tel truc, telle précision, enfin tel moment, telle fin de truc de batterie ou telle phrase de chœur. Donc pendant le morceau, ça m'arrive plein de fois. En fait, la clé, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que j'anticipe et je me dis ok, la coupe vient de passer, il vient de nous faire reprendre. Je regarde sur la partition pendant que je joue. On va peut-être s'arrêter là. Si on s'arrête là, ok, il va falloir finir en même temps que tel truc. Donc, c'est beaucoup d'anticipation. Évidemment que souvent, on arrive à le faire parce qu'on sait, globalement, il va nous arrêter. Il y a des fois, on ne sait pas. Et des fois, on va s'arrêter. Et des fois, ouais, c'est waouh, frein à main sur des œufs, tu vois. Ouais. Mais c'est un challenge aussi pour finir proprement, surtout. Même s'il n'y a pas une fin précise, il faut qu'on finisse propre. Donc, la clé, c'est de se regarder au max avec les autres musiciens et d'être le plus carré possible. Bien sûr. Ouais, c'est clair. On voit que le rôle du batteur, ça reste quand même un des plus importants quand même dans un groupe. Ouais. C'est quand même souvent le batteur qui va leader le tout. Ouais. Je trouve même quand tu vas voir un concert, que tu n'es pas forcément musicien, que tu vas juste apprécier un concert, je trouve que le batteur, ça reste le musicien ou la musicienne qu'on va le plus repérer, je trouve. On a tendance à moins s'arrêter sur le bassiste, éventuellement, ou peut-être les chœurs, mais le batteur, dès qu'il fait un truc, les yeux sont braqués dessus, quoi. C'est vrai que c'est l'instrument le plus spectaculaire à la télé, en tout cas. En plus, il faut savoir que dans l'émission, Nagui et Gérard Pulicino, le réalisateur, sont fans de batterie. Ah, d'accord. Et batteur, les deux. Nagui joue de la batterie et Gérard joue de la batterie. Fan de batterie, donc ils me laissent faire aussi ce que je veux, carte blanche, vraiment, ils me disent lâche-toi, fais les breaks que tu veux, ce qui fait qu'à l'écran, j'ai la chance d'être du coup beaucoup filmé, et en plus de ça, même hors contexte, hors Nagui, vous remarquerez que les émissions de variété ou les émissions genre Starac The Voice, souvent s'il y a un plan sur un musicien, c'est rare. Hein. Déjà, c'est rare. Déjà, pas beaucoup. Et déjà, malheureusement, c'est dommage. Et c'est le batteur, souvent. Parce que c'est l'instrument le plus spectaculaire. Dès qu'il y a une relance, un break, on aime bien voir le break du batteur. Alors que, je sais pas, mais c'est bête à dire, mais une ligne de basse, même si la basse est primordiale et c'est hyper important, à l'écran, on va voir le gars jouer. Ok, mais il se passe pas un truc particulier visuellement. Et vu que la télé, ils aiment beaucoup le visuel. Voilà. Je pense que tous les bassistes sont pareils, quoi. Moi, je pense que le mien, s'il pouvait jouer derrière les amplis, il le ferait. Nicolas. Voilà. Mais ouais. C'est vrai. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'est pas plus mis en avant, mais juste le fait aussi d'avoir le kit devant soi. C'est tout con d'avoir des cymbales aussi qui bougent. Ça attire forcément plus l'œil que quelqu'un qui est sur clair. Une guitare. Absolument. Totalement. C'est vrai. D'ailleurs, tu disais qu'il y avait de plus en plus de batteurs sur les réseaux sociaux. Toi qui suis beaucoup les batteurs. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est vraiment un vivier de... Enfin, c'est ouf tout ce que tu peux découvrir maintenant de gens qui sont soit dans leur chambre ou soit qui font des vidéos super produits et tout ça. Absolument. Et je trouve vraiment que les réseaux sociaux, c'est un truc que je pense que tu peux le confirmer parce que tu es assez présent là-dessus. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire maintenant si on est musicien, quoi. Moi, je regarde énormément Instagram, TikTok, Facebook, plein de batteurs de styles différents, de pays différents, et c'est incroyable de voir comment ça évolue et
comment le niveau monte aussi parce que maintenant il y a YouTube. Ce qui fait que maintenant tu vois des petits gamins de 6-7 ans qui arrivent, qui sont des tueurs parce que les mecs ils ont YouTube dans les mains depuis qu'ils sont gamins. Ils voient les grands batteurs ou même les mecs de leur âge déjà faire des trucs ultra techniques, ultra durs. Et puis surtout maintenant, comme là, tu vois, tu as 15 caméras maintenant sur le batteur, tu vois ses mains, tu vois ses pieds, tu vois du dessus. Et maintenant, tout le monde a des home studios avec des micros, avec des caméras, des lights, des trucs de qualité. Donc, le niveau, non seulement augmenté au niveau de la musique, mais au niveau de la prod et au niveau de la qualité des postes. Et c'est vrai que maintenant, c'est une grande vitrine. Et comme tu dis, moi, je suis hyper présent là-dessus. Et j'essaye maintenant, enfin, c'est même pas j'essaye, parce qu'en vrai, j'adore faire ça, je le fais depuis des années, mais d'être hyper présent, mettre des belles photos, mettre des belles vidéos, poster tout ce que je fais, l'actu, parce que tout simplement, c'est ta vitrine. Et tu peux avoir du travail aussi avec ça. Mais bien sûr, il y a plein de producteurs, d'artistes, ou même dans le milieu batterie, pour des masterclass, pour plein de choses. Ils te voient sur les réseaux, ils font ok, il sait faire ça. Ils voient une autre vidéo, il sait faire ça aussi. Attends, mais parce que moi je suis en train de réunir mon équipe pour faire un album. Attends, mais le mec il a le style pour faire ça. Je vais le contacter. Incroyable. Et même nous, pour la petite anecdote, la masterclass qu'on fait avec l'Artist Factory, c'est parce que on s'est vu via Instagram. Tu m'as contacté via les réseaux. Et ça s'est fait comme ça, et c'est génial parce qu'aujourd'hui il y a plein d'opportunités que tu peux avoir aussi via des réseaux, tu peux rencontrer plein de monde, tu peux parler à des mecs aussi influents du métier que avant les réseaux tu peux pas. Comment tu veux toucher les mecs aujourd'hui? T'envoies un message privé, alors des fois t'as pas de réponse, mais au mieux t'as une réponse, tu peux rencontrer les mecs, tu peux discuter, et des fois ça débouche sur des super projets. Les réseaux c'est génial, pour ça aujourd'hui c'est un formidable outil, vraiment. Trop bien. Effectivement, comme tu disais, tu es très présent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu sais, mais sur Facebook, il y a des groupes de fans de N'oublie pas les paroles. On te voit tous les soirs à la télé, c'est 3 millions de téléspectateurs qui te voient tous les soirs dans leur salon. Comment est-ce que tu vis un peu cette nouvelle notoriété? Est-ce qu'on te reconnaît beaucoup dans la rue? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? C'est très marrant parce que c'est vrai que maintenant, sur les concerts ou les soirées privées, il y a plein de gens à la fin qui viennent te glisser un petit mot gentil, genre c'est vous, n'oubliez pas les paroles, France 2 et tout. Donc c'est toujours bienveillant, toujours sympa. Et c'est vrai que on va pas se cacher, évidemment, c'est toujours agréable que les gens viennent te dire un petit mot gentil et tout. Donc c'est génial. On va pas se cacher qu'évidemment sur les réseaux sociaux, tout a augmenté aussi, le nombre de followers, les vues, etc. Ce qui me sert à moi aussi pour développer mon image, le réseau batterie. Et vu que je suis très réseau depuis des années, le fait d'être là-dedans et le fait que ça marche et que je sois encore plus vu, c'est génial. Genre, je suis le même qu'avant, c'est-à-dire je fais le même contenu, je fais les mêmes choses qu'avant, mais tout a une ampleur plus grande. Et je vais citer un truc, c'est que dans le milieu batterie pure, par rapport aux sponsors avec lesquels je travaille, par exemple Yamaha, Zildjian, forcément le fait d'avoir une visibilité, une notoriété plus grande, forcément, on va te proposer plus de projets, des présentations de produits, de batteries plus importantes, des interviews, des trucs. Forcément, on va pas se cacher que la télé, forcément, même si tu es la même personne, je suis le même qu'avant, je suis le même musicien, je suis la même personne, et oui, la visibilité de la télé et le fait de travailler avec Nagui et qu'il y ait 3 millions de gens qui regardent tous les soirs, ça a tout boosté, même les demandes pour faire des albums. Il y a plein d'artistes qui m'ont contacté maintenant pour faire leurs albums. Les demandes de masterclass, batterie pure aussi. En France, à l'étranger, pareil, ça a augmenté. Donc la visibilité m'a servi à ça, c'est à développer mon image et mon activité. Donc ça, c'est génial. Mais par contre, je suis le même qu'avant. Il n'y a pas moyen, par contre, de prendre la grosse tête. Ça comptait pas sur moi pour ça. Mais en tout cas, on va pas se cacher, c'est très agréable. Et surtout, je sais que la télé, c'est pas toute la vie. C'est que là, ça marche, ça cartonne et tout, mais je sais qu'il y a forcément un moment où ça va s'arrêter. Donc j'anticipe et je prévois déjà. Tu capitalises sur la suite. Pour le jour où ça s'arrête, toujours avoir une grosse activité, jouer au maximum et tout. Par contre, tant que ça marche, j'en profite, je développe ça. Et même Nagui, un jour, en rigolant, il m'a dit putain, mais si j'avais une agence d'influenceurs ou de...
de réseau à faire, mais toi, je t'embauche direct. Toi, t'es à fond là-dedans. Et lui aussi, d'ailleurs, il est à fond là-dedans. Ouais. Lui aussi, n'empêche, a compris que ça servait et ça a marché pour lui et pour ses émissions. Donc, il est à fond sur les réseaux. Il a une équipe de community manager maintenant sur N'oubliez pas les paroles. Oui, juste. J'ai vu un gros changement sur la page. Un gros changement. Maintenant, il y a des vidéos qui font des millions de vues, des réels Insta. Et c'est assez impressionnant. Ils sont très bons d'ailleurs. Oui, Pierrot, je t'embrasse. Voilà. Ils sont très forts. Et puis surtout, oui, il a compris qu'aujourd'hui, t'es obligé de passer par ça. C'est obligé. Donc, génial. Trop bien. Merci beaucoup. Cool. Je vous propose qu'on passe à un petit jeu. Avec plaisir. Que j'ai préparé pour vous en tant que batteur. Ça va se passer sous forme de blind test. Ok. Mais un blind test complètement adapté. L'idée, c'est que des extraits de batterie que je vais diffuser. Ok. Et le premier qui trouve quelle chanson c'est gagne le point. Je suis pas sûr, j'ai aucune Alors, je tiens à préciser que Alain n'a pas du tout participé à la préparation de ce jeu, bien évidemment. Tu me confirmes que rien n'est truqué ? Rien n'est truqué. Alain, t'es au courant de rien ? Par contre, contrairement à N'oublie pas les paroles, il n'y a rien à gagner. Dommage. 20 000, non. Donc voilà, je propose qu'on passe directement au premier extrait. Donc Tim va nous diffuser ça. Le premier qui répond, il n'y a pas de... Ouais, on n'a malheureusement pas de buzzer, mais voilà, le premier qui répond. Tim, si tu peux nous lancer le premier extrait, s'il te plaît. C'est vieux. Déjà, c'est vieux. C'est vieux, oui, effectivement. Honnêtement, c'est pas évident. Au début, quand ça a lancé le premier break et tout, je me disais Superstition, Stevie Wonder. Mais non, c'est plus chargé après. Non, à mon avis, c'est pas ça. Je l'ai pas. Je l'ai pas non plus. Est-ce que vous voulez la réécouter ou vous êtes peut-être la réécouter une fois. Tu pourrais nous mettre un petit peu plus fort, s'il te plaît, Tim. C'est ce patapatapoum qui est bizarre. Ouais. Purée, non. Je l'ai pas du tout. Non, je l'ai pas. Ça commence fort. Là, pourtant, tu l'avais. C'est bien Superstition. Mais tu t'as pas pris les intros. Bah non. Ouais, j'étais sur les intros, putain. Donc le pratapoum, c'est le truc des cuivres. Okay. Oh là là. Parce qu'il y avait le feeling de Superstition et j'ai dit les breaks, le tome et tout, je pensais à l'intro, j'ai dit mais il n'y a pas ça. Est-ce qu'un demi-point ? Un demi-point, allez. Non, parce que quand même pour l'anecdote, Alain il me disait oui de toute façon il y aura ça, ce sera facile. Oui, moi je m'attendais. Tu me prends pour qui ? Tu crois que j'ai mis que du facile ? Il y aura du plus simple, mais pas que. Donc, il y aura un Toto dans tous les cas, je suis presque certain. Écoute, je propose qu'on lance le prochain extrait pour voir ce que c'est. Vas-y. Rosanna. C'était celui-là en plus. Bravo. C'est bon. Porcaro, bien joué. Vous avez vu un live de Toto il n'y a pas longtemps. Oui, fan depuis mon plus jeune âge. Exact. Oui, alors, j'ai découvert, je connaissais Toto, les tubes, je dirais. J'ai découvert tous les autres titres grâce à Alain. Et on est allé effectivement les voir là, le mois dernier à Genève. Et c'est légendaire, quoi. Avec Shannon Forrest à la batterie maintenant, effectivement. Non, vraiment bien. Ce qui est ultra cool, c'est quand il y a un moment où ils présentent les musiciens dans la nouvelle tournée, puis ils te font en fait des petits bouts de trucs qu'ils ont enregistrés. Et je sais pas, quand t'as Lucater qui t'envoie le riff de Michael Jackson. Human Nature. Non, oui, alors ça, ils l'ont fait aussi. Ils l'ont fait. Ça, là, tu fais, ok, d'accord, il y a un truc. Magnifique. Mais quand il l'envoie, c'est quoi déjà le. Bad, non je saurais pas donner le titre, mais oui, Michael Jackson. Attends. Beat It. Beat It, exactement, ouais. Puis t'entends ça, t'entends juste le riff, tu fais, il y a le son, il y a tout. C'est fou, quoi. En fait. Human Nature, moi, une des plus grandes chansons du monde pour moi. C'est clair. Extrême. Et composé par Toto en plus, pas par Quincy. C'est ça. Par Steve exactement. Porcaro. Absolument. Cool. Bon, Toto, c'est passé. Maintenant, il n'y en aura plus. Troisième extrait. Allez, le troisième extrait, c'est parti. Michael Billie Jean. Oui, alors là, je pensais honnêtement que ça arriverait beaucoup plus vite. Mais c'est toujours Jeff Porcaro. Oui. Dans celui-là. Il est partout, je dis. Il est partout. Magnifique. Passons au quatrième extrait. Vas-y. Nirvana. Bravo. Ah oui, exact.
Ah, bien joué. Magnifique, hein, on est à égalité. Hein. Franchement, c'est vraiment la classe. Bien joué. Le prochain, s'il te plaît. Oh putain. Ah, Californication Red Hot, non, c'est pas ça. C'est où? Allez, attends. Tu peux remettre, Tim? Ah si. C'est Oasis. Oh putain. Attends. C'est ça? Ouais. Attends. Ah, le titre de la chanson, je l'ai. Attends. Don't look back in anger. Ouais. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut avoir l'extrait musical? Wonderwall, bravo. Bien Moi, joué. perso, ce break-là, c'est un break que j'ai jamais compris. Ça se finit sur un truc, sur point. Puis après, il y a le tatoum. Ouais. Il est où le premier temps sur ce machin? Ouais, parce que tu sais pour moi, je crois que ça fait genre 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et un break d'une mesure et après ça repart. J'ai l'impression que c'est timé. Ouais. Mais je pense que quand c'est sur un signe ou un truc du genre. Le mec, il doit lancer le break, puis après, il savent. Mais il est tellement bizarre, tellement. Tu fais. Ouais. C'est là. Je suis d'accord. Ouais, un peu bancal. Trop bien. Ah ouais. Bon, alors ça, c'est un bon choix, ouais. Bien joué. Très bien, bravo. Prochain extrait. Vas-y. Here Tonight, Phil Collins. J'étais obligée. Je te le laisse. Je me suis dit, je vous dis même pas que le prochain va être simple parce qu'ils vont avoir la réponse avant même l'extrait. Classique. On verra. Je pense, j'en ai un en tête. On verra s'il passe ou pas. Mon père me réveillait avec ça le matin. Non. Ouais, je te jure. Bah, quand j'étais petit, il y avait son bureau à côté de ma chambre et j'avais les 3 minutes du début pour sortir du lit, me réveiller, tout ça, mais au break, je devais être debout. C'est drôle, ou pas? Et donc, tous les matins, pendant un bon moment, une fois, j'ai eu la chance de rencontrer Phil Collins. Je lui ai dit, mon père, il me réveillait tous les matins avec votre chanson. Donc, ce break, en fait, c'est... Voilà. La légende Phil Collins. Incroyable. J'ai le souvenir du live, moi, à Bercy, avec Chester Thompson et Luis Conte, là, batterie, percu, où ils font l'intro du show, solo de batterie de 8 minutes à Bercy. Je l'ai regardé 1000 fois le live. Waouh, la claque. Tu te rappelles du truc avec justement cette chanson, avec In the Air Tonight. Tu avais sa batterie qui était à droite de la scène, la cour. Et puis, en fait, il marchait avec son micro, puis il chantait. Ouais. Puis tu comprenais que le rythme, au moment où ça allait arriver, en fait, il dépasse sa batterie. Puis toi, tu te dis, c'est une scène un peu circulaire comme ça. Toi, tu te dis, non, mais là, non, franchement, c'est sa dernière tournée, il va pas faire le break, quoi. Possible. En fait, il arrive en haut. Puis au moment du break, t'as une batterie qui sort. Puis là, tu deviens cinglé. C'est tellement bien. Là, je l'avais vu à Genève en vrai. La légende. Et là, ce petit moment-là de mise en scène, tu fais « Oh mon Dieu !» C'est la claque. Ouais. Incroyable. Bien joué. Magnifique, bravo. Le prochain extrait, s'il te plaît, Tim. Oh. Men in Black. Oui. Mais c'est... Ouais, alors oui, c'est Men in Black, mais je l'avais pas, bravo. Oh putain. Attends, c'est un autre truc. Men in Black, c'est une reprise d'un truc disco qui a exactement le même truc. D'accord. On va écouter l'extrait. Forget Me Not. Ouais, c'est ça. Ah, Forget Me Not, ouais. Patrice Rushen. Ouais. Bien joué. J'adore Forget Me Not en plus. Pas du tout. Je connaissais l'original, mais pas celle-là. Ouais. Bien joué. Bravo. Alors, le prochain extrait... Dieu sait. Je sais pas si vous l'aurez, honnêtement. On verra. Il y a un blanc au milieu, c'est normal. Il faut vraiment... On va aller jusqu'au bout de l'extrait. Je te laisse l'envoyer, Tim, s'il te plaît. C'est un monstre blanc, quand même, là. Ouais. Ah non. Alors là, avec le... Oui, est-ce que tu peux nous la remettre, s'il te plaît? Attends, vas-y, remets. Oh, je crois que je sais. Si, tu sais? Oui. Ah oui. C'est Damien Schmitt. Non mais par contre, je vais vous faire une confidence. Je vous jure que j'y ai pensé parce que j'ai dit ici les enfoirés. Et il a pas mis le break. Oui. On va mettre l'extrait original, s'il te plaît. Chanter, même à en pleurer. Et là, rien. Yes, Damien.
C'est génial. Voilà, désolé, c'était un petit clin d'œil à Damien Schmitt. Vous êtes des salauds. N'oubliez pas les paroles juste avant Pierre. Bien joué, bravo. La seule erreur qu'il a fait en 3 ans. C'est ça, exactement. Bah, on l'a. Eh bien, je suis au regret de t'informer que c'est Alain qui a gagné. Alain. Bah écoute, avec plaisir. Bravo, Alain. Ah ouais, Bravo. bien. Alors les extraits étaient vraiment bien trouvés. Quoi. Non, bien joué. Non. Et tu sais, auquel je m'attendais peut-être, je suis pensé Rock With You, Michael Jackson. Tu sais, le tac. J'ai dit, peut-être tu vas arriver celui-là. Mais bien joué, putain. C'était pas tous évidents. Voilà, c'était la difficulté de choisir des extraits de batterie sans être c'est dur. En fait, c'est chaud. pour ça. Et de savoir qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce qui est connu des batteurs finalement. Ouais, heureusement que je vis avec un batteur qui me parle souvent des breaks de batterie géniaux qu'il entend dans les chansons, mais bravo. Écoute, là il y a un truc. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, mais c'est vous deux en fait, au niveau des artistes. Quel est l'artiste qui vous a le plus impressionné en live, que ce soit un artiste que tu as accompagné ou pas, que vous avez été voir un concert Vas-y, Alain, je te laisse démarrer. Nous, on a eu la chance de faire quelques gros artistes l'année passée. On a vu U2 à Las Vegas, Taylor Swift et Adele à Munich. Mais alors, Adele à Munich, je crois que c'était le truc le plus impressionnant que j'ai vu de toute ma vie. Je confirme. Il y avait tout un parc d'attractions à côté de la scène où tu pouvais manger, tu avais des bars, t'attendais jamais. C'est vraiment l'organisation à l'allemande, il y a tout qui était clean et tout ça. Ça, c'est classe. Puis après, tu as une arène de 70 000 places où tu as un écran de 200 mètres de long et le son était parfait. Il n'y avait rien à redire. Je crois que ça, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus impressionné. Ouais, c'est vrai. Et puis quelle voix ça. Ouais, en plus. Elle est impressionnante, elle est très, très nature. Absolument. Genre, elle se plante ou il y a un truc qui lui va pas. C'est bon, je me suis planté, on recommence. J'ai vu des vidéos. Ouais, et j'ai fait waouh, et hyper simple, hyper. Et puis, t'imagines les gars à la régie. Non, et puis même, elle est nature aussi d'elle-même. Enfin, je veux dire, avant qu'elle commence à chanter Someone Like You, elle nous explique qu'elle va faire un break dans sa vie musicale parce qu'elle veut aussi profiter de sa famille et tout ça. Puis on sent que c'est un choix qu'elle a fait, qu'elle a envie de faire, mais que malgré tout, elle se rend bien compte qu'elle va plus être sur scène pendant quelques années et plus avoir son public et tout ça. Et là, elle se met à pleurer. Et en fait, tu te dis, t'as tout le monde qui pleure avec. Et puis la chanson start. Et en fait, elle a pas réussi à encore ravaler ses larmes. Donc c'est le public qui se met à chanter la chanson pour elle. C'est un moment qui est... J'ai même vu une vidéo où il y a Céline Dion dans la salle. Oui, juste. Et elle la voit, je pense qu'elle s'y attend pas, à mon avis, elle n'est pas au courant, elle la voit, elle pleure direct. Elle a son idole en face. Alors, c'est quand même... Elle aussi. Elle aussi, elle a des idoles. Mais elle voit, j'ai l'impression qu'elle voit Dieu. Tu vois, mais c'est waouh. Totalement. Grand artiste. Très grand artiste. Et toi alors ? Moi, que j'ai... Franchement, que j'ai vu, je veux dire que j'ai vu et que j'ai accompagné pour le coup, que j'ai vu, honnêtement, Jamiroquai. Ah ouais. Jamiroquai. Je suis fan depuis toujours. Je suis impressionné par la musicalité du groupe, le côté genre vraiment hyper soudé, hyper musical, hyper tight, et la joie qu'ils ont à jouer ensemble, le cœur qu'ils mettent quand ils jouent ensemble. Ils se marrent sur scène. Ça fait peut-être plus de 20 ans, 25 ans qu'ils tournent ensemble et c'est quasiment les mêmes icônes, sauf exception. Et les mecs, ils ont un kiff à jouer. Et puis la musique est tellement bien, c'est très funk, moi j'adore, je connais tous les albums par cœur. Waouh, c'est grande claque. JK, pareil, quel charisme sur scène, la voix, il joue avec le public. Non, mais vraiment, celui qui m'a le plus marqué, moi, c'est Jamiroquai, à fond. Et que j'ai accompagné. Franchement, je vais t'en citer deux. Celui qui est quand même, pour moi, quand même une des légendes, notamment du DJ que j'ai eu la chance d'accompagner, c'est Bob Sinclair, vous connaissez, qui est un des plus grands DJ internationaux, clairement. Et j'ai eu la chance de faire un duo avec lui à Taratata. Ah, génial. DJ, batterie, parce qu'il voulait. Alors, on faisait un morceau, je crois que c'était Où sont les femmes de Patrick Juvet, un truc un peu remixé. Alors, c'est vrai que c'est ouf comme ça à dire, mais c'était une surprise pour Marc Lavoine. Il voulait faire une surprise à Marc Lavoine. C'est David Guetta qui remixait une version et il voulait un côté live aussi avec le mix. Et il m'a demandé,
en amont et tout. À Nagui, ils disent ton batteur, est-ce qu'il pourrait pas m'accompagner, jouer avec moi? Je veux un côté plus live. Je veux les fils de Tom à la Céron, tu sais, les trucs de l'époque, tout. Les ouvertures Charlet. Putain, j'ai fait un duo avec lui. Waouh, quand même, c'est mec incroyable. Et je vais t'en citer une autre, Lara Fabian. Lara Fabian. Grande artiste, et elle est venue à N'oubliez pas les paroles faire une promo en fait pour son nouvel album et tout. Et je sais pas vous dire pourquoi, j'ai surkiffé parce que elle est arrivée, une gentillesse, une simplicité, un kiff sincère, incroyable de jouer avec nous. Et pourtant, c'est pas la seule qui a kiffé jouer avec nous. Il y a plein d'artistes, ils arrivent et t'as l'orchestre et ils disent oh, c'est super, on est content. Mais elle, je sais pas où l'expliquer. Il y avait un feeling, un truc, elle était super contente. Quand elle chantait pendant la vraie émission, elle n'était pas concentrée que sur sa petite personne, tu vois, à regarder la caméra et à faire son truc. Elle se retournait toutes les 2 secondes vers nous, dès qu'il y a un break ou dès qu'il y avait un truc, tu vois, genre ouais, tout. Waouh, j'ai dit mais quelle gentillesse. Et t'as envie de tout donner pour elle dans le morceau parce qu'elle surkiffe, tu dis waouh, j'ai trop envie de donner le max parce que elle est au top, genre tu vois, ça m'a marqué, elle était incroyable, donc voilà. Trop bien. Belles expériences du coup Et s'il y avait un batteur avec qui vous pourriez faire un duo, ce serait qui? S'il y avait un batteur avec qui je pouvais faire un duo, honnêtement, je pense que ce serait Dave Weckl. Dave Weckl, qui est un des... Alain qui est un des plus grands batteurs du monde, clairement. Le mec, il a une classe derrière la batterie, il a une musicalité. C'est un des plus grands batteurs du monde. C'est un des batteurs les plus repris au monde. Les batteurs qui apprennent la musique et qui veulent se développer techniquement, généralement, vers qui ils vont? Vers les anciens. Souvent, c'est Vinny Colaiuta, Dave Weckl, Steve Gadd, quand même. On va beaucoup vers ces batteurs-là. Et ce que j'aime avec Dave Weckl, c'est que en fait, c'est tout ce que j'aime dans la musique, c'est faire en sorte que ce soit simple. On te voit jouer, c'est simple, c'est fluide, c'est musical, c'est léger, c'est pas forcé, c'est sans pression. Tu dis, wow, ça déroule. C'est comme je prends le parallèle avec le tennis, Roger Federer au tennis. La classe, l'élégance, et moi je suis très sensible à ça. J'essaie de m'en inspirer depuis tout petit. Et ce truc-là, ce truc de fluidité, d'aisance, de facilité, ça m'a toujours marqué de le voir jouer Weckl. Donc ça c'est incroyable. Et je fais une petite aparté aussi. J'ai eu la chance, pour le coup, d'avoir pu faire un duo avec un grand batteur. Je ne sais pas si Alain, tu connais, Larnell Lewis. Ça te parle ou pas? Oui, bien sûr. Pareil, exactement. Excellentissime batteur. Et aujourd'hui, tu me dis, mais moi je pense que c'est un des plus grands batteurs au monde aujourd'hui, un des plus médiatisés en plus dans le milieu batterie, c'est incroyable, il est partout maintenant. Il a même fait le live de Quincy Jones à Bercy, ils sont venus en France. Et Quincy Jones, allô, Larnell, t'es dispo pour faire le show pour moi? Voilà, très bien. Voilà, donc ça laisse penser, tu vois, le parcours du gars. Et j'ai eu la chance de jouer pour Yamaha avec lui, en fait. Même sponsor. Et Yamaha m'a demandé en 2016, ça fait quasiment 10 ans, j'étais tout jeune, et ils me disent, ouais, est-ce que t'es chaud de faire la première partie de Larnell Lewis? Attends, je réfléchis. 2 secondes. Oui, bon, c'est oui, allez. Donc direct, oui. On fait le truc, je fais la première partie. On a passé la journée ensemble, on a mangé ensemble. Le mec d'une simplicité, d'une gentillesse. Il est canadien. Le mec, simple, le mec, il me racontait toutes ses anecdotes de parcours. Le mec te raconte des trucs de ouf, avec une simplicité. Ouais, alors tu vois, j'ai joué pour... Genre, ouais, Quincy, tu vois, genre... tu vois, simple, hyper adorable. Et fin de la masterclass, je fais la première partie. Il fait sa démo. Yamaha, à la fin, ils vont le voir et lui disent... tu crois que tu peux faire un duo avec Pierre? Ça te dérangerait pas? Il y avait les 2 batteries, tu vois. Est-ce que ça te va? Un truc court, hein. Et le mec, j'étais derrière, j'étais comme ça, je fais putain, qu'est-ce qu'il va dire, tu vois. Le mec dit ouais, carrément. Et il me connaissait à peine. Il a eu confiance, il a fait eh ben allez, c'est parti. On a fait 8 minutes. Ce qui est long pour un truc de batterie en duo. En plus, ça a été filmé. C'est qu'il y avait un vidéaste ce jour-là. Et j'ai le souvenir. Et d'ailleurs, la vidéo est sur YouTube. Donc, ça a fait un souvenir incroyable. Et c'est incroyable. On s'est regardé au début.
on a dit bon, yes, ouais, vas-y, démarre. Et du coup, on a fait un truc, on a construit un truc musical et tout. Et c'était, moment de dingue. C'était un pur kiff. Et j'hallucinais en jouant. Je me disais, attends, je suis vraiment en train de jouer avec lui là. Et ça, c'était un souvenir de dingue. Et encore aujourd'hui, on est en contact. Ça arrive qu'on s'écrive des fois ou qu'on se retrouve sur un festival de batterie et tout. Et il y a toujours ce truc-là qui est resté. On s'apprécie beaucoup. Et waouh. Belle personne, très belle personne. Trop bien. Ouais. Trop bien. Et puis pour toi? Moi, je crois que ça serait Simon Phillips, mais parce que Toto. J'ai eu l'occasion une fois j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, mais une fois de l'accueillir en workshop dans un ancien travail où je bossais avant. Et honnêtement, j'étais avec lui, j'ai fait le son, si tu veux, pour son workshop, et on était les deux sur la table à essayer de peaufiner des machins, puis t'es là, putain, le mec il est tellement précis, il est tellement dedans, puis en fait c'est hallucinant parce je trouve qu'il a toujours le même son sur n'importe quel album, sur n'importe quelle scène, sur n'importe quel live, c'est toujours la même, ça résonne toujours la même chose. Absolument. Et c'est assez ouf. Mais je pense que c'est juste le côté aussi, c'est le batteur Toto à l'époque. Mais c'est le seul qui est encore vivant. Avec Sharon Forrest. Mais je crois que ça serait lui. Ouais. Mais t'as raison. En plus, ça a l'air d'être un gars adorable. J'ai plein de gens aussi que je connais en France qui l'ont accueilli sur des workshops et des trucs comme ça. Le mec une crème, genre le mec hyper adorable. Qui parle très anglais. Il est très... il parle comme ça. Absolument. Merci. Absolument. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Ah ouais, j'adore l'attitude. Et puis quelle légende. Et puis avec sa batterie énorme là, c'est waouh. Grand batteur, très grand musicien. Ton planning est plutôt très chargé. Tu enregistres la semaine, n'oublie pas les paroles. Tu accompagnes des artistes. Tu as évoqué ceux que tu as accompagnés avant, mais j'ai aussi vu sur les réseaux que tu as accompagné Amel Bent. Dans ta biographie, j'ai quand même relevé le nom de Patrick Bruel. Ça, je suis quand même obligée de le dire. Pour moi, personnellement. Eddie de Preto. Enfin voilà, il y en a beaucoup. Absolument. Je sais aussi, comme tu l'as dit, que tu étais dans des groupes aussi d'orchestre, de cover, pour des événements privés. Tu fais des masterclass. Oui. Tu dors quand? Pas beaucoup. On constatait les cernes. Non, en vrai, c'est hyper intéressant parce que ça me permet de ne pas avoir de routine avec juste, n'oubliez pas les paroles. C'est-à-dire que, honnêtement, je ne vais pas vous cacher, c'est sûr qu'on a un gros rythme de travail, un gros volume de travail, et je pourrais ne faire que n'oubliez pas les paroles, sauf que c'est pas du tout ma mentalité. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup travailler, c'est ma passion, c'est ma vie. Donc dès que je peux accepter un nouveau projet intéressant, je l'accepte. Et c'est sûr que oui, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec 4 gros orchestres de soirées privées, donc des soirées luxe, pour soit des marques de luxe, soit des gros mariages luxe. Donc c'est génial parce que là, pour le coup, avec N'oubliez pas les paroles, on joue de la variété française. Avec ces orchestres-là, on joue de la variété internationale. Donc là, ça me fait jouer un autre registre que j'adore tout autant. Donc ça, c'est génial, c'est hyper intéressant. Avec des musiciens hyper talentueux qu'on retrouve souvent sur des tournées de variété, d'ailleurs. Je pense que c'est des mecs qui tournent aussi. Donc on se retrouve aussi entre potes et ça fait plaisir de retrouver les gars ici. Donc les orchestres, génial, hyper intéressant. Je suis dans le milieu batterie aussi depuis tout jeune, depuis que j'ai 13 ans, j'ai la chance aussi de faire des démos de batterie pour des festivals de batterie, des masterclass, travailler avec les sponsors avec lesquels je travaille, notamment Yamaha, Zildjian, etc., pour des présentations de produits, pour représenter sur des démos, des choses comme ça. Il n'y a pas longtemps même, on a fait un album pour Yamaha, un album avec beaucoup d'artistes français, de musiciens français et de chanteurs connus aussi, je ne peux pas dévoiler encore qui, mais en tout cas on a fait un bel album pour Yamaha, donc c'est génial, ça fait plein d'expériences différentes. Et pareil, comme tu citais tout à l'heure, par exemple Amel Bent, j'ai la chance de faire des remplacements sur des tournées. J'ai fait Amel Bent, les Frangines aussi en France, des tournées de années 80 aussi, avec tous les anciens artistes, 80 et tout ça, ce genre de tournée. Le truc en fait, c'est que avec ce que j'ai la chance de faire, et notamment, n'oubliez pas les paroles, si je voulais être titulaire sur une tournée d'artistes, c'est-à-dire 40-50 dates, actuellement, c'est pas possible. Tu dois être dispo à côté. C'est-à-dire, n'oubliez pas les paroles, je n'ai pas le droit de me faire remplacer. Interdiction. C'est-à-dire que je dois être au tournage. Alors, sauf exception, sauf évidemment si je me casse une jambe, je touche du bois, mais là, oui, d'accord, le tournage peut être annulé, mais sinon... ils annuleraient le tournage, ils annuleraient le tournage. Il faut savoir qu'on a passé la rythmique, section rythmique, une visite médicale exprès
pour l'assurance, il y a une assurance spéciale. Si on a un gros pépin, ils annulent la journée de tournage. Une journée de tournage, on parle de montant à 6 chiffres, quoi. C'est plus de 100 000 ou 200 000 euros la journée, donc c'est énorme. Et ils peuvent annuler la journée pour une personne, pour quelqu'un de la rythmique. Donc ça, on en est là, quoi. C'est vraiment la section rythmique. Section rythmique. Par exemple, les cordes ou les cuivres. Ils peuvent être remplacés, Voilà, ils peuvent être remplacés ou on peut faire l'émission sans, pour le coup. Le batteur, alors si moi je suis pas là, c'est-à-dire les décomptes, les départs, le timing du coup pour la télé, y a plein de choses que je gère moi. Même honnêtement, évidemment qu'il y a des excellents batteurs qui peuvent faire la journée, mais le timing non, parce qu'ils n'ont pas la mécanique du jeu, la mécanique exacte du truc, donc c'est pas possible. Donc ça implique que pour les tournées, c'est chaud. Donc pour l'instant, ça implique que je ne peux faire que des remplacements de tournée. Par contre, les orchestres de soirée privée, c'est le week-end. Samedi, dimanche. Et vu qu'on ne tourne pas et on ne répète pas le week-end, ça me permet de faire ça aussi. Faudrait pas te reposer, en gros, quoi. Donc, par contre, très peu de repos. Donc, ça enchaîne beaucoup. Mais je suis tellement content de faire ça. Et c'est ma passion, c'est toute ma vie. Et c'est ce que je rêvais de faire depuis gamin. Je veux dire, enchaîner, faire des émissions télé, faire des concerts, faire des démos, faire plein de choses. Et là, je suis dedans. Je mesure la chance que j'ai. Alors, sûr que j'ai beaucoup travaillé pour ça. Et d'ailleurs, petit aparté aussi, la jeune génération, on en parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Le piège aujourd'hui, c'est que, par exemple, je poste des photos, je dis, tiens, là, je suis en masterclass en Suisse, là, je suis sur le plateau télé, là, je suis... Les jeunes, ils font, oh là là, mais c'est génial, mais mais moi, je vais faire pareil, mais sans trop travailler. Faux. On me voit faire ça, mais... Pour faire une masterclass en Suisse ou ailleurs, ça se prépare. Pour faire une émission télé, ça se prépare. Des concerts, ça se prépare. Ça se prépare évidemment en amont, mais c'est des années d'études avant pour faire ça. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 15 ans entre école privée de batterie, Dante Agostini, pour ceux qui connaissent, conservatoire. En tout, j'ai fait 15 ans d'études pour faire ça. Donc, ça peut pas tomber du ciel en mode un jour je vais claquer des doigts, il y a quelqu'un qui va m'appeler et puis je vais avoir la place. Faux. Il faut travailler fort pour avoir ces places-là. Tout est possible, avec le travail tout est possible, mais par contre il faut pas tomber dans le piège de YouTube ou les réseaux genre il fait ça, c'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est facile. Non, ça a été beaucoup de travail pour faire ça, mais pour tout le monde. Pour vous, pareil, pour en arriver à ce que vous faites vous aussi, forcément, vous avez travaillé, vous avez fait des études, vous avez charbonné. On voit pas forcément les heures et les heures et les heures à préparer des trucs, à pas dormir, à pas dormir, genre, attends, mais comment je vais préparer ça, mais comment je vais faire ça. Les gens, ils voient pas, ils voient que la photo Insta sur le produit fini. Mais après, il y a du boulot. C'est clair. Voilà, non, mais c'est bien de le dire, c'est vrai. Totalement. Petite question pour les initiés. Est-ce que tu as été au bout des bouquins de Dante Agostini ou pas? Ouais, oh purée, alors là, des paquets de fois où les profs me faisaient bosser tous les bouquins possibles et inimaginables. Donc forcément, c'est très progressif. On part très simple au début pour arriver sur des exos très techniques à la fin. Et moi, j'avais un super prof. D'ailleurs, je lui... J'ai arrêté au bouquin 1, je vous dirais, c'est bon. Et déjà, c'est très bien. Et déjà la fin du 1, tu fais. Faut quand même s'accrocher. T'as vu déjà. Mais c'est vrai que, pareil, tout ce que j'ai appris avec Agostini, je passe un petit big up forcément à mon prof qui s'appelait Dominique Marseille, qui est un prof exceptionnel, qui est un des meilleurs pédagogues en France. Clairement, c'est une machine de guerre, le mec. Extrêmement exigeant, très dur. Même quand j'étais petit gamin, que j'avais 6, 7, 8 ans, le mec il me parlait comme si j'avais 30 ans et il tolérait aucune erreur parce qu'il savait que je voulais faire ça, que j'avais le potentiel aussi et il me poussait à fond. Et encore aujourd'hui, il me le dit. Et je suis toujours en contact avec lui, on s'adore, il m'écrit, il est fier et tout, je suis trop content. Mais il m'a appris tout le métier en fait. C'est-à-dire qu'Agostini, c'est vrai que pareil, on peut s'en dégoûter, on peut dire oh là là, les bouquins, les trucs... À quoi ça va me servir? Ben si, en fait. Je vais te dire un truc. Si j'avais pas fait Agostini, si j'avais pas développé le côté déchiffrage, le côté lecture de partition, le côté déchiffrage, lire en direct, le côté technique, développer les poignets, la souplesse des poignets, avoir une super technique hyper béton, mais n'oubliez pas les paroles, c'est mort et taratata, parce que tu sais pas lire, tu peux pas faire l'émission, tu sais pas déchiffrer en direct, tu peux pas t'adapter. Et si t'as pas une bonne technique, des tournages de 8 heures, bien sûr. Tu tournes des dizaines d'émissions, t'es mort. Tu te flingues et t'as une tendinite au bout de 2 mois. Donc en fait, il m'a appris tout le métier. C'est pour ça que toute la partie théorique, la partie technique et tout, quand on est jeune aussi, on peut se dire oh là là, moi je veux pas passer par là, je veux pas perdre de temps, je veux de suite apprendre sur YouTube, jouer comme mon batteur préféré. Et tout. Bien sûr. On va être bloqué à un moment. Il va être bloqué. Donc
c'est bien aussi de passer par cette case-là si on veut aller plus loin, si on veut débloquer plein de trucs aussi. Donc, voilà. Totalement, oui. Ouais. Yes. Question peut-être un petit peu plus personnelle. Est-ce que tu sais qu'est-ce que propose Google quand on tape Pierre-Luc Bert en premier? Non, honnêtement, non. Peut-être, je sais pas, je me dis que les gens doivent chercher peut-être mon âge ou mon parcours ou je sais pas, ce genre de truc. Je sais pas. Il semblerait que ce qui intéresse les gens, c'est de savoir si tu es en couple. Parce que pour préparer ce podcast, j'ai tapé Pierre-Luc Bert sur Google. Ouais. Et là, la première proposition, Pierre-Luc Bert en couple. C'est le premier truc qui arrive? Oui, c'est le premier truc qui arrive. Voilà. Ah, mais bien. Alors, est-ce que tu peux répondre à cette question ou c'est un secret? Non, c'est pas un secret puisque Nagui m'affiche en permanence devant 3 millions de téléspectateurs. Voilà, okay. Allez, quelques-uns de plus, c'est bon. Non, pour le coup, je suis célibataire. Pour le coup, voilà. Très bien. Pour l'instant, non, mais voilà. C'est pour une amie. C'est pour une amie. Ah, c'est pour une amie. Par contre. Ah, bonjour. Par contre, il y a une recherche qui est absolument incroyable parce que quand elle m'a dit ça, elle m'a dit le premier truc qui arrive, c'est en couple. J'ai quand même juste testé, effectivement, en couple, mais tout en bas des recherches Google, la dernière proposition, c'est Pierre-Luc Bert est-il le fils de Damien Schmitt? Ah oui. Alors, tu veux que je réponde à cette question? Je sais pourquoi. Parce que le tout dernier jour de tournage de Damien, et même la dernière émission, Nagui félicite Damien pour tout son parcours, qu'il est super fier de lui et tout. Et Nagui, à ce moment-là, il dit bon, bah, du coup, tu vas laisser la place à Pierre à partir de lundi. Bon, ton fils, on peut le dire. Ton fils, parce que... il a lancé la rumeur. Voilà, genre ton fils et Damien qui fait ah bah oui, voilà. Et les gens l'ont pris premier degré, genre ton fils et tout, tu vois, genre batteur, je prends la suite, donc il y a des gens qui y ont cru. Genre ah bah ouais, c'est vraiment son fils et tout. Mais en fait, non, Nagui, évidemment, il faisait le clin d'œil ton fils parce que on est amis, Damien c'est un ami, on s'adore. On va pas se cacher qu'il a tout fait aussi pour que ce soit moi qui arrive dans l'émission. Et on a aussi ce profil en commun, c'est-à-dire jeu de batterie technique, qui se met en avant aussi et tout. Donc, il y avait tout pour que les gens se disent mais ouais, mais c'est son fils, il lui a tout appris, en fait. et voilà pourquoi des gens y ont cru. Et il y a des résultats de recherche. Fils de Damien. Excellent. C'est pour ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir joué le jeu. Avec plaisir. Je pense que c'est important aussi de remercier 15 Prod qui nous accueille pour le podcast dans ces tout beaux nouveaux locaux. C'est magnifique. Si vous avez besoin de tourner quoi que ce soit, vraiment, on est bien accueillis. Je recommande fortement. Merci à Tim aussi pour la technique, la préparation. Tim. Merci à toi, Pierre. Merci Alain. Merci à vous. Je vais te laisser le mot de la fin si tu as envie de donner un conseil, quoi que ce soit. Franchement, si j'ai un seul truc à dire, c'est vivez vos rêves, vivez votre passion. Ne vous fixez aucune barrière, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que souvent on se dit ah non, mais ça va être inatteignable, ça non, j'y arriverai pas, c'est trop haut, c'est trop dur. Pas du tout. C'est-à-dire que moi, je vais vous juste une petite anecdote pour finir. Quand j'avais 10 ans, je regardais N'oubliez pas les paroles, je regardais Taratata. J'étais un petit gamin, je rêvais que d'un truc, c'est d'arriver un jour à avoir cette place-là. Et quelque part, je pouvais me dire ah ouais, non mais attends, mais c'est impossible, c'est hyper dur, il n'y a qu'une place, forcément ce sera pas moi parce que 15 ans plus tard, j'ai la chance d'y être. Qui l'eût cru? Moi-même, le premier, j'y croyais pas. Et finalement, on peut y arriver avec le travail, avec l'abnégation, avec le réseau et surtout avec la motivation. Ne jamais rien lâcher, tout est possible. Donc foncez, vos rêves sont réalisables, quels qu'ils soient. Merci. Ouais, c'est très très beau. Belle façon de finir. Ouais. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci.